na biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso ya mwana Koto sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Ya biso ezalaka sokoli mwe bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Bato mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso neselango. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale et économique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines. On les met sur la table avec un invité, nous tentons d'en parler. Vous le savez, le président de la République a fini ses consultations, il a signé les certificats des décès du mariage FCC Cash. Du coup, le chef doit nommer un informateur. Quand va-t-il le faire? Peut-il le faire avec Ilunga Ilunkamba encore en fonction? Parce que l'homme aurait refusé de déposer sa démission. On parlera de ça. Union sacrée. C'est quoi union sacrée exactement? Les détracteurs de cette union lancée par Félix Antoine Tshisekedi parlent d'un concept creux qui n'a pas encore de fondements et qui n'a pas de sous-bassements. On reviendra également sur ça. On parlera de la situation dans le pays, état de droit, la situation des respects des droits de l'homme. Pour en parler, quoi de plus normal que de recevoir sur ces plateaux un féru des matières juridiques, Maître Évariste Kouété. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur ces plateaux pour la première fois. Donc j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Bienvenue ici chez nous. Merci pour l'invitation et le plaisir est partagé. Je rappelle que vous êtes secrétaire national, de l'UDPS en charge de la justice et des droits humains. Exactement. Vous êtes dans quel camp? Vous êtes plutôt dans le camp de Chilumbu ou vous êtes dans le camp de Kabound et d'Augustin Kabouya? Parce qu'on sait que l'UDPS est un parti aujourd'hui divisé où les gens ne voient pas dans la même direction. Non, mais c'est exactement le contraire de ce que vous dites. L'UDPS est un et indivisible. Il y a des courants de pensée. Et vous savez que nous nous sommes battus pendant toutes ces années justement contre la pensée unique, qui est une forme de dictature. Donc on ne peut pas instaurer la pensée unique au parti. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais dans le respect ça fait des ans quand même quand Kabound vous dit qu'il est président national AI et que mon ami et mon grand frère Chilumbu dit pas question. Quand Augustin Kabouya parle, Jacques Chabani dit ce que vous appelez la liberté d'expression s'apparente plus à un désordre, à une désorganisation du parti, plutôt qu'à une expression de la démocratie. Mais oui, j'aime bien le mot que vous utilisez, s'apparente. C'est une apparence, comme vous le dites. Et Chilumbu, le professeur Chilumbu, qui est un aîné au parti et que j'aime beaucoup, il n'a jamais dit qu'il quittait l'UDPS. Et pour l'instant, l'UDPS est dirigé par... il ne reconnaît pas. Il était sur ce plateau où vous êtes. Il a dit que pour lui, Kabouya n'était pas président.
Et Kabou n'était pas président, Kabouya non plus secrétaire général. Mais jusque-là, il fait partie du parti et ce parti est dirigé par Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya. Maître Évariste, vous êtes secrétaire national chargé de la justice et des droits humains. Quel est l'état des respects des droits de l'homme en RDC depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir? Ah oui, de ce côté-là, nous avons eu de très très grandes avancées, mais il faut reconnaître qu'il y a encore des choses à faire. Et le plus gros, c'est le changement des mentalités. Les agents commis à la sécurité, la police et consorts ont certains réflexes de l'ancien système, mais nous y travaillons et nous ne désarmons pas. Nous continuons à sensibiliser parce qu'il faut réellement que cette mentalité quitte le Congolais. Mais il y a eu des grandes avancées. Vous saviez qu'à l'époque, on fouillait les téléphones. C'était une atteinte à la vie privée. Pour voir s'il y avait une photo d'opposants ou des textes pro-opposition et tout ça. Et on pouvait vous arrêter, vous exiger des amendes. Les procédures n'étaient pas totalement respectées dans ce que la police faisait et les services de renseignement. Aujourd'hui, il y a des très grandes avancées. Les arrestations intempestives des services de sécurité, des soi-disant qu'on appelait communément bureau 2. Je crois que toutes ces choses-là, ce sont des signaux qui montrent qu'on a vraiment avancé. L'opposition, il y a une décrispation de l'espace politique, notamment, il faut mettre ça à notre actif. Les opposants vaquent librement à leurs activités. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même certains couacs, parce que ce sont les mêmes policiers, les mêmes agents de sécurité de l'ancien système. Alors il y a des réflexes qui sont restés, mais nous continuons à y travailler et je crois qu'il faut rester positif. Non, mais restons justement dans le quoi que vous dites que les avancées ont été significatives, mais il y a des rapports qui vous contredisent. Je suis content d'être en face de quelqu'un qui est spécialiste des droits de l'homme dans un grand parti comme l'UDPS. Quand vous lisez les tout derniers rapports de Human Rights Watch, nous avons perdu 3 places. Quand vous lisez les tout derniers rapports des journalistes en danger en termes de liberté d'expression, nous avons perdu des places. Quand vous lisez les tout derniers rapports des Reporters sans frontières, on a perdu des places. Quand vous lisez le tout dernier rapport de Transparency International dans la lutte contre la corruption, on a perdu des places. Quand vous regardez la situation dans le pays, Henri Magie, alors que le président de la République avait dit personne n'ira en prison parce qu'il en parlait de mal de moi, Henri Magie est en prison parce qu'il a dit que le président n'avait pas gagné les élections. Aujourd'hui, Barnabé a été condamné à 3 ans parce qu'il a parlé à mal du président. Plus Romain Roland, journaliste. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vouloir refuser la réalité que la situation des droits de l'homme est pire à l'époque de Félix Antoine Tshisekedi qu'à l'époque de Kabila, selon certains rapports? Mais oui, justement, en parlant de ces rapports-là, il y a 2 éléments de taille. Le premier, moi je n'ai pas les mêmes rapports que vous, ça c'est un. Et secondo, il faut savoir c'est quelle période quand vous parlez de régression. C'est la période, vous parlez de l'année 2019 et 2020 ou vous parlez de la période Kabila que vous comparez à celle-ci? Non, les rapports sont publiés chaque année, donc je parle... Mais la régression, c'est par rapport au standard 2019. Et 2019, c'était déjà Tshisekedi au pouvoir. Donc, si on perd 3 places, comme vous le dites, c'est par rapport à notre propre action pendant 2019. C'est possible parce qu'avec l'environnement sociopolitique qu'il y a eu dans cette année 2020, notamment, on a eu un état d'urgence, qui est un état où les pouvoirs publics et les libertés les pouvoirs publics deviennent exorbitants et les libertés sont un peu astreintes. Et nous avons aussi la situation de la pandémie et tout ça qui a amené un régime assez spécial où il faut beaucoup d'autorité de l'État. Donc, je ne sais pas sur quoi ces rapports se sont basés exactement, mais nous savons expliquer la présence, l'intervention assez extravagante de l'État. Ça, on sait l'expliquer. Concernant les journalistes, il ne faut pas qu'on confonde le libertinage à la liberté d'expression. Je crois que dessus, on doit être suffisamment mature pour se mettre d'accord. Il y a M. Barnabé qui menace le président de mort.
c'est pas parce que c'est le président qu'on l'arrête. Même moi, je ne souhaiterais pas qu'à la télévision, on me menace de mort. Et comme le code pénal prévoit que ça soit sanctionné, je crois que l'état de droit, c'est aussi ça. L'état de droit, ça ne veut pas dire que le président doit éviter qu'on poursuive des infractions quand elles sont commises contre lui. C'est pas ça l'état de droit. Parce que dans la poursuite de l'infraction, il y a un aspect pédagogique. Il y a un aspect pédagogique qu'il ne faut pas négliger. Il faut que les autres journalistes, les autres spécialistes de la presse comprennent qu'ils sont réellement libres de faire leur travail, comme c'est dit dans toute démocratie, mais qu'il y a des limites qu'ils ne peuvent pas dépasser. Ils ne peuvent pas menacer une institution comme le chef de l'État de mort. Ça, je crois qu'il est allé au-delà. Et en parlant d'Henri Magie, c'était, si je me souviens bien, l'infraction qui a été retenue contre lui, c'était outrage au chef de l'État. En tant que spécialiste, juriste, je peux vous dire que l'infraction était réellement établie. Et je suis de ceux qui pensent, parce que le président, je vous le garantis, ni dans l'affaire Barnabé, ni dans l'affaire Henri Magie, ni dans toutes les autres que vous avez citées, le président n'est intervenu à aucun niveau. Il n'a pas recommandé les poursuites, il n'a pas demandé quoi que ce soit, il n'a pas été plaignant. D'ailleurs, j'ai vu que Barnabé demandait ça au juge. Il a dit au juge, mais le chef de l'État ne s'est pas plaint. Mais malheureusement, en matière d'infraction, le ministère public peut se saisir d'office. Et alors, dans l'aller comme dans le retour, comme c'est l'État le droit, le chef de l'État ne peut pas donner des injonctions au ministère public, qui avait estimé que c'était des actes de nature à troubler l'ordre public. Donc, il faut qu'on soit réellement clair sur ça. Alors, s'il y a des efforts à faire, je le reconnais, que nous devons être dans le travail permanent et que dans l'effort permanent d'améliorer tous ces standards-là, parce que vous voyez que même les vieilles démocraties, il y a un journaliste qui a écopé d'une peine en France parce qu'il a menacé Macron de mort comme ça, publiquement. Je crois que ce n'est pas propre au Congo, mais qu'il y a réellement des efforts à fournir et nous les fournissons. Il faut penser qu'en matière de droits de l'homme, on est sur la bonne voie. Sur la très bonne voie. Parce que déjà, nous fonctionnons comme des démocrates et il y a l'opinion qui a une très grande part dans ce que nous faisons. Et je crois qu'à chaque fois qu'il y a des petits écarts, l'opinion publique réagit et le chef de l'État étant très attentif, vous savez que son leitmotiv c'est le peuple d'abord, il écoute et il réagit automatiquement en tant que garant de la bonne administration de la justice. Allez, maître, on va aller en politique. L'actualité politique reste dominée quand même par les consultations qui sont terminées, le tout dernier discours du président de la République où il dit qu'il a décidé de mettre fin à la coalition FCC Cash, il va nommer un informateur. Pourquoi l'informateur tarde-t-il ? Pourquoi le président, depuis qu'il a promis, il ne l'a pas encore nommé ? Malheureusement, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais ce que je peux dire normalement, on n'a pas droit à l'erreur cette fois-ci et les choses doivent bien se faire. Et comme ça, comme les Anglais disent, par common sense, donc par bon sens, les bonnes choses requièrent souvent un certain temps pour leur préparation. Et je crois que c'est ce temps-là dans lequel nous sommes et je crois que ça pointe déjà à l'horizon. Vous êtes juriste. Le FCC dit que le président ne peut pas nommer un informateur aussi longtemps que M. Ilunga Ilunkamba refuse de démissionner sur pied de l'article 78 de la Constitution. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État ira jusqu'à violer la Constitution en nommant un informateur tout en ayant un gouvernement non démissionnaire, un Premier ministre qui n'a pas déposé sa démission? Juridiquement parlant, est-ce que le président peut nommer un informateur? Juridiquement parlant, oui, le président a ces prérogatives-là de nomination de l'informateur. Mais maintenant, ça va se faire dans quel timing? Je crois que les amis du FCC ont mis la charrue avant le bœuf parce qu'ils doivent attendre pour voir comment le président va s'y prendre. Moi, je crois que on peut espérer notamment la démission du gouverneur. Est-ce qu'en termes de droit, est-ce que si M. Ilunkamba ne démissionnait pas, le président peut-il nommer un informateur malgré le refus du départ de Ilunkamba? Oui, parce que contrairement à ce qu'allèguent les amis du FCC, la procédure liée
à la nomination de l'informateur, c'est de la doctrine. Ce n'est pas mis noir sur blanc. La Constitution dit juste qu'on nomme un informateur pour déceler la majorité parlementaire. Mais tout le tralala qu'on débite autour de ça, c'est de la doctrine. Et vous savez que dans la doctrine n'a jamais été unanime, à part sur quelques rares questions. La doctrine est souvent partagée, elle est divisée. Et dès que, moi je suis de ceux qui pensent que dès qu'on a des indices qui prouvent que la majorité a bougé à l'Assemblée, le président peut aller vers l'informateur. Et il ne violerait pas la loi à le faisant. Non, mais parce que je vous dis que la Constitution, on ne peut pas supposer ce qu'elle dit. On doit lire et, en cas d'ambiguïté, se référer à la Cour constitutionnelle en interprétation. Donc, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas extrapoler. Ici, la Constitution est claire. Elle parle d'un informateur pour déceler la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, ça veut clairement dire que c'est dans le cas où on doute, où la majorité n'est plus claire. Et à notre décharge, la participation de certains membres du FCC aux consultations, c'est un indice. La signature de la pétition contre Mabunda par certains cadres du FCC, ce sont des indices qu'il y a des députés qui n'adhèrent plus à la majorité telle que nous la connaissions après les élections. Ce qui ouvre donc un boulevard au président de la République pour la nomination. Exactement. J'ai lu les derniers communiqués du FCC quand on était en train de préparer cette émission, qui parle d'un président de la République qui veut créer une crise artificielle pour justifier ses élans de contrôler les pouvoirs totalement. À part la volonté de pouvoir s'émanciper des Kabila et d'avoir le contrôle effectif du pouvoir, est-ce qu'il y avait crise entre le FCC et les CACH? Pourquoi le président a décidé de clasher ces mariages-là? Honnêtement, je vais être direct avec vous. Le mariage, ce n'est pas un mariage comme ça qu'on a décidé sur un coup de tête. Vous savez que l'UDPS et ses formations politiques qui composent le FCC ont été en opposition farouche pendant toutes les 18 années de règne de M. Kabila. Et ce n'est pas par un coup de tête qu'on avait décidé de se mettre ensemble. C'était dans l'optique où nous travaillions tous pour l'intérêt du peuple. Et dès que nous avons constaté que le leitmotiv de cette alliance n'avait plus lieu d'être, nous avons décidé d'aller vers le divorce. Et ce n'est que normal. Non, vous évoquez la crise alors que pour eux, ils parlent d'une crise artificielle. Le président était bloqué, quoi faisant. Il vous pose des questions simples pour démontrer effectivement que cette crise qui amène le président à cette rupture-là n'est pas une crise artificielle. J'étais en train de vous donner les mobiles profonds d'abord. Le premier mobile pour nous, l'UDPS, ici, hormis le chef de l'État, parce qu'il est au-dessus de la mêlée, hormis le chef de l'État, nous, l'UDPS, nous sommes entrés dans cette alliance, nous l'avons acceptée, dans la mesure où c'était pour travailler, pour créer le bonheur de ce peuple qui a tant souffert. Et lorsque nous constatons que les choses ne vont pas dans ce sens, nous devons nous arrêter. À un moment, il faut dire stop. Et ce n'est pas à vous, journalistes, que je vais apprendre la série d'événements qui ont précédé cette décision. Notamment quand le président d'une institution comme l'Assemblée nationale ou comme le Sénat décide de ne pas répondre à une invitation du chef de l'État à cause d'une injonction partisane. Je me demande de quoi le FCC parle quand ils veulent nous faire croire qu'ils ne bloquent pas le chef de l'État. Ici, ce que les Congolais doivent retenir très brièvement, c'est que l'UDPS, on l'attend au tournant. Tout le monde dit que nous ne partagerons notre bilan avec personne. Et ça serait de bonne guerre que nous nous battions pour avoir les moyens de notre politique. On ne peut pas nous le reprocher. Puisque vous parlez de l'UDPS, c'est pas vous ici, par Kabound, qui nous avez dit que Kabila c'est le meilleur partenaire. C'est pas vous, UDPS, par Augustin Kabouya, qui nous avait dit que OROT mais la Kabila Lukia Monité. C'est vous, hein. Les Congolais ne sont pas amnésiques. Hein. Mais oui, et je confirme
une bonne relation ne peut pas commencer dans la suspicion. Et la mauvaise foi ne peut pas se présumer. Nous devions, pour nous dédouaner, c'est d'ailleurs, c'est un argument qui nous dédouane. Nous sommes allés réellement dans cette coalition avec toute la bonne foi du monde, mais sans être naïfs, parce que nous gardions la possibilité de nous retirer. Voilà. Donc vous êtes allé et puis après vous avez découvert l'homme qui était... Voilà, parce qu'on ne pouvait pas présumer, maintenant qu'on s'était mis d'accord de tourner la page et de créer le bonheur de ce peuple qui a tant souffert. Mais le FCC vous demande finalement, quelle est cette proposition-là que le président a eue pour le bonheur des Congolais, que le FCC a bloqué? Le FCC parle notamment de 57 millions de dollars américains que le cabinet du président de la République a sorti. Là, le FCC ne bloquait pas. Lorsqu'il fallait que Kamer, le directeur des cabinets, aille toucher aux réserves d'échange, là, le FCC n'a pas bloqué. Lorsque le président de la République dépasse des 300, des 400% le budget qui lui est alloué au budget national, là, il n'y a pas de problème. Est-ce que le problème, c'est des conflits des fonds ou plutôt les soucis d'avoir le pouvoir totalement qui a amené au divorce? Mais déjà, je vous coupe l'herbe sous le pied. Déjà, on ne peut pas nous reprocher de vouloir contrôler l'ensemble des leviers, parce que nous sommes d'accord que nous serons les seuls comptables. Ok? On ne peut pas nous reprocher ça. En politique, nous sommes en politique justement pour avoir ces leviers-là et appliquer notre projet de société. Donc ça, on ne peut pas nous le reprocher. Il faut écarter cet argument-là qui ne résiste pas à une analyse froide. Pour en venir aux autres arguments qui sont cosmétiques, parce qu'ils ne sont pas objectifs, ils sont choisis, triés sur le volet. Vous comprendrez avec moi, ensemble, que ici, le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en tant que seul comptable, parce que c'est ça au fait notre système politique, l'ensemble du bilan est mis à charge du chef de l'État. Et nous n'allons pas permettre que lorsqu'il agit, il soit mis en difficulté par des personnes qui ne seront pas comptables devant le peuple. Nous devons réagir. Et c'est normal. Ils n'ont pas bloqué sur toute la ligne. Ils ont bloqué sur des questions fondamentales qui pouvaient mettre à mal notre projet de société. Lequel? Mais pourquoi pourquoi le vice-ministre de la Justice a démissionné? Et pourquoi, après, juste avant sa libération, il se retrouve au siège du PPRD, où ils montent sur des chaises, tous, et en train de crier, on ne peut pas nous intimider. Je crois que la plus grande crise en politique, c'est la confiance. Et dès que des personnes qui travaillent ensemble n'ont plus cette confiance-là d'avancer, c'est déjà une crise. Il ne faut pas qu'il y ait un attentat pour qu'il y ait une crise. Déjà au niveau, je crois qu'ici, dans ton entreprise, qui est très bien organisée, d'ailleurs j'en profite pour te féliciter. Merci. Mais dès que tu n'as plus confiance en tes collaborateurs, je crois que c'est ça la crise. C'est le début de la crise. Lorsque le président préside un conseil des ministres où il y a des ministres en qui il n'a plus confiance et ces ministres qui n'adhèrent pas peut-être à son leadership, ils veulent quoi? Ils veulent quoi d'autre? C'est déjà une crise. C'est déjà une crise. Lorsque la présidente de l'Assemblée nationale se permet de dire que le chef de l'État viole la Constitution, pendant qu'il y a une institution dédiée au contrôle et à la sanction en cas de violation de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Elle aurait pu s'adresser à la Cour constitutionnelle. Je crois qu'il y a un ensemble d'éléments qui justifient qu'il y a réellement une crise. Il y avait, comme on dit, dans un mariage, vous avez dit que le FCC cash c'était un mariage. Dans un mariage, l'ingrédient principal, c'est la confiance. Quand vous n'avez plus confiance en votre femme, vous serez ici en train de faire l'émission avec moi, mais en vous demandant qu'est-ce qu'elle fait, elle est où, et c'est pas vivable. C'est invivable, effectivement. Alors, le président rompt le mariage. Il évoque la question de l'union sacrée. C'est un concept que
politique qui n'est pas à sa première apparition au Congo, parce que l'Union Sacrée, on en parlait. Quel est le contenu de ce que vous, à l'UDPS, vous entendez par Union Sacrée? Parce qu'au finish, l'inquiétude, il est là. Vous faites la même chose, vous allez chercher les King Kemulumba, vous allez chercher les Pius Mwabilou, vous allez chercher les Bitakwira, vous allez chercher tous ces caciques de la Kabylie que vous amenez chez vous et vous dites l'Union Sacrée. Ça veut dire quoi, Union Sacrée, monsieur Evariste? Oui, je comprends qu'il y ait un flou dans le chef de certains acteurs politiques. C'est tout à fait normal. Je vais m'évertuer à être le plus clair possible. L'Union Sacrée, c'est une cause. Et c'est quelle cause? C'est la cause du Congo. Contre Kabila d'abord? Non. Contre toutes les forces du statu quo. Toutes les forces qui ne veulent pas qu'il y ait un changement réel vers le positif, vers le progrès social. Ça veut dire ici, l'Union Sacrée, c'est un appel à la conscience de tous les acteurs politiques. La preuve, une cause, on s'y rallie. On ne négocie pas le ralliement à une cause. Le chef de l'État a lancé un appel. Il a dit à tous les politiciens de tous les bords, ceux qui veulent travailler pour le Congo, ceux qui veulent travailler pour le peuple, je vous appelle au sein de l'Union Sacrée. C'est une union parce que nous prenons un engagement. Elle est sacrée parce que nous sommes en politique, parce que nous pensons avoir une mission sacrée, celle de présider à la destinée de la nation, celle de créer le bonheur du peuple. Et voilà ce qu'est réellement cette union sacrée. C'est un regroupement d'hommes politiques de tous bords, épris du Congo, et qui acceptent de travailler pour le bonheur de ce Congo. Pas une histoire où on distribue les cartes, on distribue les postes. Non. Parce qu'en réalité, le problème, c'est celui-là. Les gens commencent déjà à se dire, moi j'ai amené 8 députés, moi j'ai des trucs à 1000 avec, j'aurai quel poids. Qu'est-ce que le président donne en retour à l'adhésion à l'Union Sacrée? Et j'ai même entendu dire, pour certains, que l'Union Sacrée, c'était pour le Parlement. Parce qu'ils se disaient que c'était une histoire faite pour avoir la majorité. Je crois que la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est une conséquence de l'Union Sacrée. Mais ce n'est pas le but de l'Union Sacrée. Le but principal de l'Union Sacrée, c'est réellement, comme nous l'avons dit, regrouper tous les politiques qui acceptent sans condition, il faut le souligner, sans condition de travailler pour le Congo. Et votre question est très bonne. Qu'est-ce qu'on donne en retour? Premièrement, nous, dans l'UDPS, nous estimons que les postes et les fonctions, ce sont des charges. Ce ne sont pas des privilèges. Ce n'est pas un privilège d'avoir une fonction, c'est une charge. Et l'avantage d'être dans l'Union Sacrée, c'est lequel? C'est que le président va vous utiliser parce que vous avez fait le serment de travail. Il donne quoi? Nous sommes en politique. La politique, c'est un monde d'intérêt. Non, mais justement... Le politologue vous le diront. En politique, il n'y a pas d'état d'âme. C'est les intérêts. Mais il faut qu'on soit d'accord. À quel moment l'intérêt intervient en politique? L'intérêt individuel intervient en politique quand il coïncide avec l'intérêt général. Et parce que la politique, quoi que vous en disiez, la meilleure définition qu'on puisse en donner, c'est un apostolat. Parce qu'on vient pour servir. On vient pour servir. Et nous allons, nous, l'UDPS, nous battre pour que la conception que nous avons de la politique s'impose dans l'espace politique congolais. Nous n'allons pas faire la copie de ce qui a été fait avant nous, avec les concertations, les dialogues, qui en réalité étaient des partages de pouvoir. Nous, l'UDPS, nous estimons que la politique, c'est un apostolat. Et la meilleure façon d'amener les personnes à cette conception de la politique, c'est la conscientisation. C'est l'appel à la conscience. Et c'est ce que le chef de l'État a fait dans une adresse de 6 minutes qui ont précédé les consultations. Et le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectivement consulté. Après les consultations, il est venu faire compte au peuple
qui est son seul boss, et il leur a dit qu'il avait décidé de mettre en place l'Union sacrée pour la nation, qui constitue au fait une cause. Ça veut dire un courant de pensée auquel une cause, il n'y a pas de condition pour s'y rallier. Il faut y croire. Voilà, il faut croire. Il faut croire que nous sommes en politique pour travailler pour ce peuple. Et ensuite, c'est vrai qu'en tant que politique au sein de l'Union sacrée, je crois que le président n'utilisera pas ceux qui sont en dehors de l'Union sacrée, parce que ceux-là déjà, d'emblée, ils opposent une résistance à travailler pour l'intérêt du peuple. Il travaillera avec ceux-là, mais il faut un travail de formatage des têtes. Oui. Parce que nous on est population, Ici, on regarde l'extérieur. Je suis tout à fait... Est-ce que vous allez réussir à changer qui nous disait que Kabila Totondi on a noté? Je suis tout Est-ce à que fait... vous allez changer Bitakura qui disait que sa grand-mère a dit que Kabila... C'est ça notre inquiétude. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pour nous, dans l'UDPS, nous croyons en une théorie que nous résumons dans un adage en lingala. Mbisa bandaka kopola na mutu. Ça veut dire il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Parce que en management, le chef il a la carotte et il a le bâton. Il peut te récompenser quand tu travailles bien, mais il peut te sanctionner. Et je crois que c'est ce qui a manqué à toutes ces années de politique au Congo. Il y avait des détournements qui n'étaient pas sanctionnés. Il y avait toutes sortes d'entraves à la bonne marche de l'État qui n'étaient pas sanctionnées. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État dans lequel, moi personnellement, je crois totalement. Et je sais, je peux prendre le défi avec vous, qu'il va faire des exploits. Alors, la première marche, c'est cet appel à la conscience que nous avons nommé Union sacrée pour la nation. Il faut que tous les politiques prennent conscience. Une fois qu'on est dedans, ça ne veut pas dire l'impunité. Une fois qu'on est dedans, ça ne veut pas dire... mais pendant qu'on y est, vous avez parlé des procédures qui n'ont pas été respectées pendant les 100 jours. Mais où est le DIRCAB du chef de l'État actuellement? Il est dans une phase de procédure judiciaire justement pour clarifier cette affaire-là. Et c'est là la différence. Et c'est comme ça que le politique congolais va avoir peur de mettre sa main dans la caisse de l'État et de confondre la caisse de l'État à sa poche. Parce que c'est la première gangrène que nous avons, c'est la corruption, c'est le détournement de fonds. Vos détracteurs disent, c'est bien, vous dites, vous croyez à Félix Antoine Tshisekedi, mais beaucoup qui le regardent dans sa façon de faire, lui reprochent entre autres ses erreurs de casting. On dit quand même que quand vous regardez aujourd'hui le casting que le président de la République a fait, notamment avec le ministre UDPS au gouvernement, ce ne sont pas les plus brillants. Hein. Quand vous regardez le casting dans son cabinet, où vous avez des gens, quand le président entre, ils oublient que là, nous avons affaire au président de la République et non pas à notre ami de Bruxelles. Quand vous regardez même les agences que le président a créées, vous avez suivi le scandale APLC avec Access Bank. On dit que le président a un problème, c'est le casting. Non, mais c'est un problème de casting. Faisons les bilans de vos ministres au gouvernement, ce ne sont pas les plus brillants quand même. Hein? Mais écoutez, je ne vais pas entrer dans le débat sur les personnes, parce que je vais rester le plus objectif possible. Alors, premièrement, le chef de l'État, c'est un manager. Et en tant que manager, il a un temps qui lui est imparti pour donner certains résultats. C'est un peu comme le sélectionneur de l'équipe nationale de football. Un sélectionneur a une panoplie de joueurs et dans cette panoplie de joueurs, il doit sortir une sélection. Qu'est-ce qu'il fait? Il connaît le timing qu'il a, il connaît et il essaye ses joueurs. Il essaye ses joueurs et à la fin, il va ressortir l'équipe qui va... Vous êtes fiers de vos ministres et UDPS qui sont au gouvernement, vous personnellement? Non, mais la question ne se pose pas dans ces termes-là. La question se pose dans les termes comment sont managés ces ministres par le Premier ministre.
Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a Vive pas de... Vive le bouc émissaire, hein. Non, mais... Quand il s'agit, on parle de casting, le bouc émissaire est là. Quand on vous dit qu'on n'a pas de l'eau, on n'a pas l'électricité, c'est Kabila. Quand on vous dit que vos ministres et vos mandataires, tralala, on dit c'est le management du chef du gouvernement. Okay, Bienvenue à la politique du bouc émissaire. L'affaire, c'est l'autre, c'est pas nous. Oui, monsieur Perrault, partout au monde, le changement, c'est un processus. Et aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que la situation socio-économique que nous vivons aujourd'hui, elle est grevée par les décisions politiques qui ont été prises avant nous. Ça, ce n'est pas... Il ne faut pas avoir fait un doctorat... Si vous n'arrivez pas à changer, alors démissionnez, non? Mais si vous n'arrivez pas à changer les indicateurs, pourquoi vous êtes là? On arrive au pouvoir pour changer, non pas pour se plaindre de ce que l'autre a fait. C'est ça le problème. Vous voulez nous présenter un président plaintif et non pas un président qui est dans l'action. Non, ce n'est pas du tout ça. Et vous risquez de pervertir mes propos. Vous êtes là. Remettez-moi à l'ordre si je suis en train de le pervertir. J'ai suivi quand même une partie de votre évolution en tant que journaliste. Et j'ai vu comment vous allez. C'est un processus. Et aujourd'hui, nous sommes en train de corriger plus de 32 ans, plus de 40 ans. Nous sommes en train de corriger plus de 40 ans de mégestion et de trucs et de malversation. Nous ne disons pas que nous n'y arrivons pas. Nous demandons à ce peuple de nous accompagner parce que nous ne ferons rien sans lui, ça c'est un. Et nous faisons remarquer à nos détracteurs que le changement c'est un processus. Comme j'ai dit, il y a des très grandes avancées. D'abord, aujourd'hui, la population est au courant des détournements, la population est au courant. Il y a cette transparence que nous avons instaurée dans la gestion de la chose publique et qui va nous servir nécessairement. Alors, il faut prendre son mal en patience, il y aura des résultats, mais il faut tenir compte du fossé dans lequel nous avons trouvé le pays. C'est simplement ça que nous disons. Ce n'est pas une politique de bouc émissaire, parce que ces personnes ont réellement enfoncé le Congo dans un fossé profond. Et ici, aujourd'hui, nous sommes en train de poser les bases. Comment vous voulez gérer un État dans lequel vous ne savez pas il y a combien de concitoyens? On ne sait même pas comment vous voulez gérer un État où, pour réfectionner un immeuble, il faut toucher à la caisse de l'État central. Le gestionnaire de cette institution-là, il n'amortit pas l'immeuble, il n'y a pas une réserve pour l'entretien de l'immeuble, donc on construit et l'État doit venir 15-20 ans après à l'Unikin pour refaire l'Unikin. Vous voyez, on a trouvé non seulement un fossé dans les caisses de l'État, on a trouvé le pays dans un fossé, mais on a surtout trouvé des mentalités de gestion obsolètes et de nature à freiner l'évolution du pays. Nous demandons que ce peuple ne se fatigue pas, qu'il continue à appuyer le chef de l'État, qu'il continue à garder espoir. Nous sommes en train, sur le coup comme ça, c'est peut-être pas visible, c'est comme je parlais de vous, pendant que vous cheminiez dans votre carrière, vous peut-être, ça vous semblait dur et tout ça, vous ne remarquiez pas les petites marches que vous étiez en train de gravir, mais avec un peu de recul, quand vous comparez 5 ans, 10 ans après, vous voyez le progrès que vous avez effectué. Je crois que c'est pareil avec nous qui vivons la situation. Nous avons du mal, sur le coup comme ça, à juger les petits pas que nous sommes en train de faire. Et puis d'ailleurs, la meilleure façon d'aller en avant, c'est de mettre un pied après l'autre. Et je crois que c'est ce que le chef de l'État fait. Je souhaite qu'il regarde cette émission. Je l'encourage d'aller dans ce sens-là. Je le félicite. C'est vrai que je suis en contact avec lui, mais je souhaite aussi, de manière officielle comme ça, lui dire que c'est impressionnant ce qu'il fait et je lui demande de continuer dans cette voie-là. Comment vous voyez le Congo dans 3 ans? Puisque vous dites que on ne les sent pas, les actions sont en train d'être posées, le fossé il est tellement important. Vous, quelles sont les garanties que vous nous donnez dans les 3 ans ici? En 3 ans jusqu'en 2023, M. Tshisekedi Félix Tshilombo Antoine va nous faire quoi? Le Congo sera où dans 3 ans? Il va poser les bases d'un État moderne. Ça veut dire on aura un recensement,
on aura une carte d'identité, on connaîtra qui est qui ici au Congo. C'est la base. Vous ne pouvez pas avoir une association dans laquelle vous ne connaissez pas les membres. Vous ne savez pas vous êtes à combien, vous ne savez pas qui est adhérent à votre association. Je crois que c'est la base. Et ici au Congo, nous ne savons pas, nous avons combien de concitoyens. Nous pouvons extrapoler, imaginer comme ça, faire des projections, mais personne n'a du concret. Il faut que l'État commence par... Nous allons commencer par poser les bases. On va manger, on va boire, on aura l'eau, on aura l'électricité. Bien évidemment. Regardez comment vous transpirez. Hein. Parce qu'on n'a pas de courant ici. Hein. Oui, mais ça c'est... Vous êtes quand même au pouvoir, ça fait 2 ans. Dites-nous, vous nous avez trouvé. Gérer, c'est prévoir. C'est pas une situation que vous avez connue aujourd'hui. Non, mais j'ai prévu parce qu'il y a des groupes électrogènes qui vous font fonctionner, mais ils ne peuvent pas faire fonctionner les groupes les climatiseurs qui sont d'une grande puissance. Hein. Oui, mais vous nous donnerez l'eau, vous nous donnerez l'électricité, vous allez faire quoi? Bien sûr. Vous savez, j'allais en venir. On va garder les images. Voilà, quand je parlais de base d'un État moderne, c'est d'abord le recensement. Après le recensement, c'est la paix et la sécurité. La paix et la sécurité qui sont la paix, c'est un vecteur du développement. Il n'y a pas de développement sans paix. Alors, le recensement, ça ne veut pas dire qu'on va faire l'un après l'autre. Hein? Nous y travaillons simultanément. Nous avons le recensement, la paix, la sécurité. Après la paix et la sécurité, nous avons les voies de communication. Après les voies de communication, nous avons l'eau et l'électricité. Il n'y a jamais eu de déclic industriel important sans l'énergie. Ça, c'est des chapelets des bonnes intentions. Hein. Vous n'êtes pas capable de nous dire, écoutez, dans 3 ans, on aura autant de kilomètres asphaltés. Dans 3 ans, on a trouvé le Congolais à 9% d'accès à l'eau et à l'électricité. On va ramener ça à 15%. Okay. Bon, dire qu'on va faire... Je suis on est vraiment dans le chapelet des bonnes intentions. Je suis d'accord avec vous qu'il fallait... je pouvais être un peu plus précis, mais vous comprendrez que l'émission n'est pas autant technique. Je reviendrai, on pourra prendre un autre rendez-vous. Et je vous donnerai des précisions. Donc la caméra est là, dans 3 ans, maintenant que Félix-Antoine Tshisekedi a réussi le combat de l'anéantissement des Kabila, on verra les jalons, les bases seront posées. Les bases d'un État moderne. D'un État dans lequel chaque concitoyen va être fier d'être congolais. On va garder ces images ici. On reviendra peut-être avec vous dans 3 ans pour vous dire, vous aviez dit qu'on aura la base et on va voir si cette base est réellement... Je suis sûr que le bilan sera au-delà de ce que j'ai dit et de vos attentes. Ben, espérons-le. Espérons-le. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est Maître Évariste Kouété. Avec lui, nous faisons la lecture de l'actualité de la semaine. Maître Mehdi, qu'on est arrivé pratiquement vers la fin de cette émission. Je vous pose 1 ou 2 questions pour terminer complètement cette émission. Kabila est aujourd'hui à Tanganyika. Vous, comme Congolais, je reçois des gens qui me disent sa place est en prison, il faut qu'on les juge, il faut qu'il rende des comptes. Vous, comme Évariste Kouété, non pas comme UDPS, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des Kabila et de ces hommes qui l'ont accompagné? Je crois que c'est une question qui doit être réglée par les instances compétentes. Nous, aujourd'hui... Vous n'avez aucun souhait sur cet homme-là? C'est un Congolais comme tous les autres. Moi, je ne vais pas faire des fixations sur les personnes. Je pense que s'il y a une infraction qu'il a commise, c'est aux instances judiciaires de s'en occuper. S'il y a un Congolais qui a été lésé par l'action de M. Kabila, les cours et tribunaux sont là. C'est à eux de faire le travail. Je crois qu'on ne serait pas sérieux, nous, l'UDPS, d'avoir comme projet de société l'arrestation de Kabila. Non, mais vous avez quand même réussi à lui voler sa majorité. Hein. Vous avez quand même réussi à l'anéantir. Hein. Moi, je ne vois pas. Là, c'était pas ça. C'était pas le projet des sociétés. Je ne vois pas les choses sous cet angle-là. La seule chose que je sais, c'est qu'en politique, il y a une lutte permanente pour avoir les moyens de sa politique. Non, mais c'est par rapport à cette lutte-là qu'on dit que Félix-Antoine Tshisekedi n'a jamais respecté ses engagements. Hein. Il va à Genève, il signe 24 heures après, il revient sur sa propre signature, arguant que la base a refusé. Il va à Nairobi, il signe avec Kamere, aujourd'hui Kamere est en prison. Il va, il signe avec Kabila, aujourd'hui il a même arraché la majorité à Kabila, qui dit que ceux qui viennent aujourd'hui dans le cadre de l'Union nationale, il ne va pas les trahir. Ok.
Merci pour la question. Je vais être, j'espère, on ne peut plus clair. Il n'y a pas plus honnête dans cette classe politique que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son excellence aujourd'hui. Il n'y a pas plus honnête que lui. Commençons par Genève. À Genève, tout le monde était d'accord pour aller consacrer le leadership de l'opposition, qui était incarné par, à l'époque, le président de l'UDPS, Félix-Antoine Tshisekedi. Arrivé là-bas, il y a eu des moyens fallacieux pour obtenir sa signature. Et je crois que vous avez les bases en droit. Lorsqu'on obtient votre signature, l'homme lui-même, étant vrai, avait dit, malgré tout ce qu'il y a eu dans les coulisses, je me soumets, allons-y avec... C'est la base, la raison pour laquelle il s'est engagé en politique. C'est la base qui a dit niet. Et je vous pose aujourd'hui la question. Si Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était allé à l'encontre de la volonté de la base, qu'est-ce qu'il allait amener à la Mouka? Parce que ce qu'il était censé amener à la Mouka, c'est sa base, qui devait œuvrer pour réaliser le projet qu'ils avaient ensemble. Si il devenait un homme seul, sans base, qu'est-ce qu'il allait apporter à ces gens-là? Rien. Donc il était effectivement entre le marteau et l'enclume. Et le congrès de l'UDPS, qui est l'organe suprême que nous avons au parti, qui est même au-dessus de lui qui était président de l'UDPS, avait décidé que ça devrait être lui le candidat du parti. Lorsqu'il veut que cette décision-là du congrès change, il faut un autre congrès. Il faut un autre congrès. Donc, de ce côté-là, je crois que j'ai été clair. Il n'avait pas le choix. Il a été de bonne foi. On a abusé de lui, de sa bonne foi. Mais, sans le calculer, à côté, il y a la base qui a dit non et qui ne voulait pas de ça. Nous tournons cette page-là. Nous allons à l'accord de Nairobi avec le président Kamere, que je salue, j'espère qu'il suivra l'émission. À l'accord de Nairobi, ce n'est pas un contrat d'affaires. Vous savez c'est quoi un contrat d'affaires? C'est un contrat où chaque partie doit tirer profit de l'affaire et engranger le plus de bénéfices. À Nairobi, il s'agit d'un pacte politique. Et comme je vous l'ai dit plus loin dans cette émission, on est en politique pour servir. Le pacte politique, l'objectif de notre pacte politique, c'était quoi? L'instauration d'un état de droit. Vous pourrez lire l'accord de Nairobi. On s'était fixé des objectifs, bien entendu, parmi lesquels l'instauration d'un état de droit. Dès lors que c'est un objectif et que le chef de l'État arrive, il y a une action contre son directeur de cabinet. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit interférer. Moi, je crois que... Kabouya nous a dit que c'est le FCC qui a... Il y a eu... Il s'est après avoir été mal compris... Il a dit que c'est le FCC qui était derrière. Je parle bien de votre secrétaire général. Après avoir été mal compris, il s'est largement expliqué sur la question. Donc, il ne faut pas être de mauvaise foi. Il ne faut pas taper sur une poupée parce qu'elle est... C'est une poupée. L'argument. Donc moi je pense aujourd'hui qu'il faut de manière très objective savoir pourquoi on est en politique. L'accord FCC Cash comme celui de Nairobi ont un mobile, c'est autour d'un objectif. L'accord FCC Cash c'est dans le but de servir le peuple. Quand ça devient impossible, quand la raison même, le bien fondé de l'accord disparaît, l'accord doit survivre. Non, l'accord ne survit pas. Aujourd'hui, vous êtes locataire. Le bailleur vous dit, non, là, ici le courant, je vous fais louer ça. Si le courant part, je vais démarrer un groupe pour vous. Arrivé là, il ne démarre pas de groupe. 1 mois, 2 mois, vous résiliez le contrat. On va vous dire que vous ne respectez pas votre parole. Non, je crois que c'est plutôt ceux qui signent, sans savoir ce que ça implique, qui violent. Parce que c'est du droit se retirer.
Parce que les accords doivent nous laisser la possibilité de nous en retirer. Sinon, ça devient des accords diaboliques, des accords d'adhésion à une secte. Lorsque ça nous donne plus lorsqu'on n'a plus la possibilité de se retirer quand on n'y retrouve plus notre compte, qu'est-ce que ça devient? Ça serait la prime à courir. Maître Évariste Kouété, l'émission est terminée. Un mot au Congolais, ça sera quoi? Bonne année à tous les Congolais et gardez espoir, il y a des merveilles qui vont être faites. Je voulais dire amen, mais bon, je ne le dirai pas. On vous prendra au mot et puis on verra ce que ça va donner. Merci, merci d'être venu nous voir. Merci, meilleurs vœux à vous. Et bonne année à toute l'équipe. Merci, meilleurs vœux également à vous et à toute votre famille. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité était Évariste Kouété, secrétaire national en charge de la justice et des droits humains à l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti d'Etienne Tshisekedi Wamulumba de Rose Mémoire. C'était la première fois que je l'avais sur ces plateaux. J'espère que ce n'est pas la dernière. Nos portes sont grandement ouvertes. Revenez quand vous voulez. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. C'est pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, moko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, yabiso yango wana kotosepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Yabiso yo 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 yo, moko yo Congo. Yabiso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Mosusu babosana na bango, ke mboka oyo yabiso. Bamineri pi yabiso yabala oyo tokoka bala biso nyeselongo. Peuple congolais, yabiso yo yo yo. Yabiso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.